est encore temps d'agir. Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Yanina, j'ai 10 ans et aujourd'hui j'ai la chance d'être avec le réalisateur photographe Yann Arthus Bertrand. Vous êtes très nombreux à assister à cette conférence en direct depuis le monde entier. Vous êtes plus de 400 classes connectées depuis la France, mais aussi depuis l'Angleterre, la Belgique, le Canada, l'Égypte, l'Espagne, le Gabon, l'Italie, le Maroc, l'Irlande et la Pologne. Bonjour Yann. Salut Yanina, ça va? Oui. T'es pas trop stressé? Non. Impeccable. Vous allez nous parler de votre dernier film, Legacy, notre héritage, de votre engagement, de la biodiversité, de l'agriculture, de dérèglement climatique, puis vous répondrez aux questions des élèves en direct. D'ailleurs, nous avons déjà reçu beaucoup de questions. Yann, pour commencer, vous allez nous parler de votre parcours. Alors, mon parcours, là je vois qu'il y a des photos qui apparaissent. Alors ça c'est là, quand j'avais 30 ans, je suis parti au Kenya avec mes deux petits garçons, Baptiste et Guillaume, qui avaient 3 ans et 5 ans, au Kenya, étudier les lions. Ça c'est la maison qu'on avait construite voilà, avec nos amis africains. Et c'est génial de construire sa maison soi-même. Et là, on était devant une rivière, il y avait les animaux qui passaient en permanence. Et c'était un moment où j'étais très heureux. Alors ça, c'est mon petit garçon, Baptiste, qui était l'aîné. Un jour, on avait laissé une bouilloire, vous voyez, dehors. Et il y a les hyènes, vous voyez, les hyènes, c'est les animaux. Vous savez, les hyènes, dans le Roi Lion, on en parle, qui avaient pris la nuit, ils avaient mordu la bouilloire. Et la bouilloire était toute trouée, donc il était assez étonné. Voilà. Alors ça, c'est avec ma femme Anne, on est parti étudier les lions. Ce qui est formidable au Kenya, dans les grandes réserves africaines, c'est que les animaux n'ont pas peur de toi. Donc tu peux approcher les animaux tout près. Et donc on était là en voiture et tous les jours, on ne peut pas marcher à pied, parce que ça faisait peur aux lions qu'on était à pied, mais surtout c'était moins dangereux. Et donc pendant 3 ans, on a suivi une famille de lions et tous les jours on notait ce qu'ils mangeaient, comment ils jouaient, ce qu'ils avaient tué pendant la nuit, la taille du territoire, les relations entre eux. C'est ce qu'on appelle faire une étude. Mais ce qui est formidable, et je répète, au Kenya, ces grandes réserves, les animaux n'ont pas peur de l'homme. Alors c'est formidable, moi je rêverais, moi qui habite la forêt de Rambouillet, près de Paris, tu peux approcher des animaux sans qu'ils aient peur de toi. Et je rêverais que les cerfs, les biches, les sangliers, les renards, les blaireaux, ils n'aient pas peur de moi comme ça. Le monde idéal où il n'y aurait plus de chasseurs, où l'animal n'aurait pas l'impression que l'homme ne soit pas un danger. Ça c'est une photo très connue que j'ai faite d'un mâle, c'était le mâle dominant du groupe, avec un petit lionceau qui lui mord les fesses, et donc il pousse un rugissement. C'est une photo rigolote que j'aime beaucoup et c'est une photo qui est très connue dans le milieu des photographes animaliers, photographes qui font des photos d'animaux. Alors pour reconnaître les lions, on avait comme ça on avait un groupe de 16 lions. Ça c'était Maléfice, c'était le nom de la lionne. On compte les poils de moustache pour reconnaître les lions. Donc avec les jumelles, un peu comme sur un chat, vous verrez sur les chats, les poils de moustache ne sont jamais plantés de la même façon, puis il y a les cicatrices où elles avaient les oreilles un petit peu abîmées. Donc voilà, donc on avait des fiches comme ça de beaucoup de lions sur lesquels on travaillait. C'est pour les reconnaître. C'est un peu l'empreinte digitale d'un lion, c'est les poils de moustache. Suivant, s'il vous plaît. Alors pour gagner ma vie, j'étais pilote de montgolfière et donc j'emmenais les touristes en ballon voir les animaux. Et c'est vraiment formidable pour moi parce que j'ai découvert la photographie aérienne et j'ai découvert à quel point la photographie aérienne était importante quand on travaille sur le territoire. Et puis aussi, j'ai découvert que la Terre était véritablement une œuvre d'art, peut-être encore plus beau, encore plus intéressant. C'est un peu ce que fait Thomas Pesquet quand il est dans son satellite et qui fait le tour de la Terre. Il voit la Terre d'une façon extraordinaire. Mais moi, je ne la voyais pas d'aussi haut que lui, mais je la découvrais vue du ciel. Et souvent, vue du ciel, les choses sont beaucoup plus belles. Voilà. Alors ça, c'est une photo très très connue que j'ai faite à Nouméa, qui est une île française, qui est très très loin, de l'autre côté du monde pratiquement. Et c'est la mangrove. La mangrove, c'est une forêt qui pousse dans la mer. Et il y avait une petite île en forme de cœur, et vous voyez, donc la forêt n'a pas poussé, n'a pas couvert l'île. Et c'est une photo qui est très très symbolique de mon travail. Symbolique de mon travail parce que ça a été les couvertures de livres, mais surtout que c'est une photo qui parle d'amour. Et je pense qu'aujourd'hui, d'être écolo, de s'intéresser à la planète, c'est d'aimer la vie autour de soi et d'aimer les gens aussi autour de soi. Et c'est assez important dans mon travail. Alors, j'ai eu la chance formidable de créer une fondation à Paris avec beaucoup d'autres personnes que moi. Donc c'est un petit château, c'est avec 3 hectares, c'est gratuit, c'est ouvert à tous. Et tout le monde peut venir et on parle d'une écologie
Il y a aussi bien une école de cuisine, il y a aussi bien beaucoup de vidéos, une collection d'instruments de musique, un escape game pour le carbone. Vous rentrez dans un appartement et tant que vous n'avez pas trouvé les énigmes pour sortir, eh bien, sur le carbone, comment baisser l'énergie de votre vie, vous ne pouvez pas sortir de l'appartement. Il y a une ruche géante, il y a énormément de choses avec des concerts. C'est un endroit formidable que j'aime beaucoup. Et je vous conseille de venir à la Fondation Goupenetz, c'est donc dans le Bois de Boulogne, et c'est gratuit et ouvert à tous. Ouais, je viendrai. Tu viendras? Ben, bien sûr, j'espère. Alors tu vois, là, par exemple, on est en train de parler de la pollinisation, je pense, ou des fleurs, tu vois, avec beaucoup d'enfants. C'est vraiment un endroit génial que j'adore, avec beaucoup de bénévoles, des gens qui viennent nous aider gratuitement, notamment pour le plaisir de faire de l'éducation. Voilà. Et donc ce dimanche, on a présenté le film Legacy dehors, justement, devant tout le monde. On va commencer à rentrer dans le vif du sujet. Alors, d'abord, ce que je voulais dire, c'est que je vais vous raconter plein de choses. Et souvent, les choses ne sont pas très gaies, parce qu'on vit dans un monde difficile. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'il ne faut pas avoir peur du monde de demain, parce qu'on peut changer tous ensemble. Alors, on va vous dire des choses difficiles, compliquées. On va vous parler de changement climatique. Mais il ne faut pas en avoir peur, parce qu'on peut encore changer si on y arrive tout. Donc, ce n'est pas du tout désespérant. Hein, on peut changer et continuer à voir le monde tel qu'il est aujourd'hui. Alors ça, c'est une photo que j'aime beaucoup, parce que la vie a commencé dans la mer. Les premiers animaux sont nés dans la mer. Pendant des centaines de millions d'années, la Terre n'a été couverte pratiquement que de la mer. Et tout le calcaire, comme les falaises d'Étretat, même la craie, par exemple, qui est écrite sur un tableau, ben ça, c'est tous les sédiments qui étaient dans la mer, qui pendant des millions d'années sont morts et sont tombés au fond de la mer. C'est ce qu'on appelle le calcaire. Alors, il y a une baleine qui est là, bien sûr. Une baleine, c'est un peu le symbole des animaux qui est en voie de disparition, qui ont réussi d'ailleurs presque à été sauvés. Et ce qui est formidable, c'est que les baleines ont été sauvées à cause du pétrole. Parce qu'avant qu'il y ait du pétrole, on éclairait les villes avec des huiles de baleine. Et donc on tuait beaucoup des baleines pour leur graisse. Donc c'était absolument ridicule d'aller tuer des baleines pour éclairer des villes. Aujourd'hui, le pétrole, avec ses défauts, mais au moins a sauvé un peu les baleines. Il faut savoir qu'une respiration sur deux, ce que tu respires, la première, ça vient des arbres, c'est les arbres qui ont l'oxygène. Et la deuxième respiration, elle vient de la mer. Une respiration sur deux vient de la mer. Il y a énormément de plancton, énormément d'animaux qui vivent dans la mer. Et c'est tous ces animaux et ces algues, quand ils ont été pris, pendant les mouvements géologiques, qui ont fabriqué le pétrole. Le pétrole, ce n'est que de la vie des plantes. Voilà. Et donc, on va vous parler maintenant de la photosynthèse. Alors, on va demander à Cédric, qui est là, le grand spécialiste. Bonjour à tous. Voilà. Qui va nous parler de la photosynthèse, qui est très, très important sur la vie sur Terre. Bonjour Cédric. Bonjour Yannina, bonjour à tous. Ravi de vous rencontrer, même virtuellement. Oui, Yann vient de vous le dire. Il y a énormément d'organismes marins qui produisent l'oxygène qu'on respire. Et Yann l'a dit, une respiration sur deux, on la doit à ce qui se passe dans le monde marin. Et l'autre respiration, on la doit aussi dans ce qui se passe avec les végétaux terrestres, les arbres. Et tout ça, ça tient à quoi? Ça tient à un mécanisme dingue qui a révolutionné la vie sur la planète. Vous connaissez peut-être, ça s'appelle la photosynthèse. Tu connais, Yannina, la photosynthèse? Non, je crois pas. Un petit peu. Alors, en gros, c'est très simple. Vous imaginez qu'il y a plusieurs milliards d'années, l'atmosphère de la planète, c'était que du CO2, un gaz qu'on ne peut pas respirer. Et puis, il y avait les premiers êtres vivants, là, invisibles à l'œil nu, qui grouillotaient dans les océans. Et il y en a, d'un coup, qui se sont mis à avoir dans leur tissu quelque chose qu'on appelle la chlorophylle, ce qui rend les choses vertes, comme les plantes, les algues. Alors, c'est la même chose que les chewing-gums à la chlorophylle, que tu peux manger de temps en temps. Et ça a une propriété dingue, c'est que c'est capable de transformer le CO2 qu'on ne peut pas respirer en oxygène que nous pouvons respirer. Grâce à quoi? Juste à l'énergie du soleil et à l'eau. Donc, en fait, grâce au soleil, ces premières petites algues, là, il y a des milliards d'années, ont été capables de produire l'oxygène. Et ça a transformé le monde, parce que ça a permis à tout le reste de la vie de se développer et de s'installer sur la planète. Donc ça a révolutionné la vie. Et aujourd'hui, c'est encore ce que tu trouves dans les petites algues, les plus grandes algues, tous les végétaux et même les arbres. Donc comme le dit Yann, grâce à la photosynthèse, la moitié de l'oxygène que tu respires vient des océans et l'autre moitié vient des arbres. Donc c'est ça la photosynthèse. Merci Cédric. Et de rien. Nous allons retrouver Yann maintenant. Vous avez compris, j'espère. Alors vous voyez, là, ce qui est intéressant de cette photo, par exemple, qui est du calcaire, c'est à Madagascar, ce qu'on appelle l'Etsing. Donc ce calcaire, sous vous voyez noir, là, il faut imaginer que c'est tout des milliards et des milliards de plantes, d'insectes, de petits organismes dans la mer qui sont morts au fond de la mer. Et vous voyez l'arbre qui est là, il arrive à pousser, il n'est pas sur la terre, il a simplement un peu d'eau, il a du soleil, et c'est vraiment le début de
de la photosynthèse. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au début du monde, il n'y avait pas de terre. La terre, elle a été fabriquée par des milliards et des milliards d'animaux, des plantes qui sont mortes qui ont fabriqué la terre. Ça, c'est une forêt primaire en Guyane, qui est un département français. Donc une forêt primaire, c'est une forêt qui est très ancienne, qui a pratiquement été jamais touchée. Il y en a très très peu. Et c'est des forêts qui sont très, très en danger. Et là, on découvre chaque année des milliers d'animaux qu'on ne connaissait pas dans ces forêts primaires. On estime qu'il y a des millions d'espèces dans le monde et on n'en connaît qu'environ 20 à 30%. Donc tu vois, on a encore beaucoup, beaucoup à découvrir, surtout dans les forêts primaires. Alors ça, c'est les éléphants. Les éléphants, moi, c'est un peu mes animaux préférés quand j'étais au Kenya. C'est des animaux qui sont très gros, toi, qui mangent beaucoup et qui dérangent beaucoup parce qu'évidemment, quand tu es un paysan, que tu plantes des tomates, tu plantes du blé ou du maïs et que tu as les éléphants qui passent, eh bien, on ne les aime pas du tout. En plus, il y a les braconniers qui les tuent pour l'ivoire. Aujourd'hui, au début du siècle dernier, il y avait 2 millions d'éléphants. 20 millions d'éléphants, excuse-moi, 20 millions. Aujourd'hui, il en reste 350 000 et chaque année, on en perd 10%. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens en Afrique, il y a beaucoup de naissances. Les éléphants, ils dérangent. Voilà, les gens ont besoin de viande, les gens ont besoin de ça. Donc, malheureusement, les grosses populations ne vont pas avec les gros animaux sauvages. Regarde en France, les loups. Personne n'en veut, les ours, personne n'en veut. L'animal sauvage dérange malheureusement. Et les éléphants, c'est pourtant un animal extraordinaire. Et c'est pas gai, moi qui ai vu des éléphants, j'aimerais que mes petits-enfants, un jour, puissent aussi les voir. Et si on continue comme ça, ben on ne les verra plus que dans les eaux, on ne les verra plus en liberté. Et c'est très dommage. Alors ça, c'est une photo qui est en Antarctique. Alors, c'est des gros icebergs. Alors d'abord, il faut savoir que de chaque côté, vous avez la Terre, et de chaque côté, en haut, il y a le pôle Nord, et en bas, il y a le pôle Sud. Est-ce que tu connais la différence entre l'Arctique et l'Antarctique? Je pense pas. Alors, l'Arctique, c'est de l'eau de mer qui a gelé. Donc, si elle fond, ça ne va pas faire monter le niveau de la mer. Tu vois. Tandis que ça, en Antarctique, c'est de la neige qui s'est empilée. Tu vois. Donc, beaucoup, beaucoup de neige empilée. Si ça fond, ça va faire monter le niveau de la mer. Tu vois, c'est un peu comme tu mets un glaçon dans un verre, ça ne fait pas monter si c'est de l'eau de mer. Par contre, si tu rajoutes par-dessus de la glace qui n'était pas dans le verre avant, ça fait monter. Voilà. Et on dit qu'aujourd'hui, la fonte des glaces, ça inquiète beaucoup, beaucoup de gens. Parce que c'est vraiment le témoin, c'est là où on voit le plus facilement la différence de température. Et vraiment, c'est deux pôles de chaque côté, c'est un peu comme ça refroidit, il fait très très chaud au milieu de la Terre, puis de chaque côté, il y a des morceaux de glace qui refroidissent, qui font notre climat. Et si, bien sûr, avec le réchauffement climatique, voilà, on laisse la porte du frigidaire ouverte, donc si on laisse le frigidaire ouvert, ça dégèle. C'est ce qu'on est en train de faire en ce moment. Alors ça, c'est des photos que j'ai fait en Mauritanie. Alors c'est un peu compliqué à comprendre parce qu'on voit les ombres, parce qu'ils marchent sur une petite colline. C'est des photos que j'aime beaucoup, qui est très connue, que j'ai faite en Mauritanie il y a très longtemps. Parce qu'en fin de compte, quand j'avais... tu sais, moi j'ai 75 ans, donc c'est pas d'aujourd'hui, mais quand j'avais en 92, je suis parti faire un gros travail sur la Terre vue du ciel. Et bien sûr, on a été partout. Mais dans le désert, tu as encore énormément d'animaux. Cédric nous en parlera tout à l'heure, d'animaux qui s'habituent dans un endroit très très sec et qui arrivent à vivre. Maintenant, nous allons parler d'agriculture. Agriculture. Alors l'agriculture. L'agriculture, c'est quand les hommes ils sont arrivés sur la terre, au début, ils ne savaient pas cultiver. Ils se naient avec les animaux sauvages. Grâce à leur intelligence, ce qu'on expliquait un peu dans le film, leur coopération, on a inventé l'agriculture. Ils ont réussi à apprivoiser les animaux pour monter dessus, les chevaux par exemple, apprivoiser les animaux pour les élever, pour pouvoir les manger. Et ils ont aussi apprivoisé les plantes. Et ils se sont, là on est en plein désert, on est à Tombouctou, qui est au Mali, eh bien, en plein désert, avec de l'eau, un peu avec de crottes d'animaux, qui fait des engrais, et avec des déchets d'animaux, on arrive à faire pousser des choses. L'agriculture, c'est très très important. Et ce qui se passe aujourd'hui avec le dérèglement climatique, ça peut mettre en danger, ça, il faut vraiment se battre pour pas que le dérèglement climatique continue. C'est-à-dire qu'on aura beaucoup plus de mal à cultiver. Et si on ne peut pas cultiver, on ne peut plus manger. On dépend, tous les jours, tout dépend des agriculteurs. Ce qu'on a mangé à midi, qu'on mange ce soir, c'est les agriculteurs qui nous donnent à manger. Et si on dérègle le climat, ils auront beaucoup plus de mal. S'il pleut beaucoup plus, s'il y a des cyclones, s'il fait trop chaud. Donc il faut vraiment faire attention et protéger notre climat, c'est très important. Alors aujourd'hui, avec le pétrole, c'est un truc incroyable qu'on a découvert il y a 1850, à ce moment-là, on s'est aperçu que le pétrole, on pouvait faire de l'énergie. Avec l'énergie, tu vois, on arrive à faire à creuser très, très, très profondément dans le désert, trouver de l'eau qui est très ancienne, qui avait été enfermée, et on arrive à faire pousser des pommes de terre ou du blé en plein désert. C'est absolument incroyable. Le pétrole a été un accélérateur de progrès incroyable. Il faut imaginer
qu'en 1850, donc il y a presque 200 ans, 2 Français sur 3 travaillaient dans les champs. Et toi, si tu étais né il y a 200 ans, eh ben, tu aurais aidé tes parents dans les champs à cultiver. Aujourd'hui, le pétrole n'a plus besoin. Le gars avec un tracteur, il va faire 300 hectares sans problème. Alors qu'avant, il y avait des centaines de personnes qui l'aidaient. La nourriture, c'est vraiment indispensable de notre vie au quotidien. Et si on dérègle le climat, on met notre vie en danger. Alors tu vois, là, par exemple, sont les serres. Les serres, c'est un peu l'effet de serre, c'est un peu comme tu mets une serre, c'est une espèce de tente en plastique avec le pétrole. On arrive à faire, c'est grâce au pétrole qu'on fait ce plastique. C'est un peu comme tu mets une voiture, tu es en plein soleil. Il fait pas trop chaud, mais dès que tu rentres dans la voiture, quand c'est fermé sous le plastique, il fait très très chaud. Mais là, on fait ça, tu vois, et on arrive à faire chauffer beaucoup très fort. Et ça, c'est en Espagne. Et une grande partie des légumes que tu manges l'hiver ou au printemps viennent d'Espagne grâce à ces serres. Donc, nous, on arrive aujourd'hui, la façon de vivre est complètement différente. Avant, quand tu habitais autour de ta ville, tu allais acheter à manger à côté. Aujourd'hui, ta nourriture, elle vient de très très loin. La nourriture à Paris, elle peut venir d'Espagne. Les gens qui nous écoutent, qui sont au Gabon, souvent leur nourriture, elle peut venir en bateau. Tu vois, on peut ramener des pommes qui viennent de France, c'est un peu ridicule. Il faut essayer de travailler avec ce qu'il y a autour de nous. Là, par exemple, c'est des ruches, tu vois, c'est des ruches en Californie, c'est font des amandes. Il faut savoir que les amandes, 80% d'une très grosse partie des amandes que tu manges, elles viennent de Californie. Et il faut polliniser. Tu vois, polliniser, c'est les abeilles. Hein, peut-être que Cédric nous expliquera ça tout à l'heure, qui font que la fleur devient un fruit. Et comme il n'y a pas assez d'abeilles, on est en Amérique, on fait venir des abeilles d'Australie pour les polliniser. Ça devient complètement fou. C'est vraiment de l'agriculture industrielle. C'est plus comme avant. Le monde a complètement changé. C'est ce qu'on appelle les feedlots. Alors, aux États-Unis, en France, ça n'existe pas encore. Je pense que ça va arriver. Les animaux, on les met dans pour que la viande soit meilleure, plus tendre, plus sucrée. On les enferme pendant 3 mois dans ces endroits-là. On les pique avec des hormones. En France, c'est interdit. C'est pour ça que la viande aux États-Unis est souvent bien meilleure pour manger. C'est un peu le problème de la viande industrielle. Vraiment, si tu veux faire un truc pour la planète, et j'ai dit aux enfants, il faut essayer de ne pas consommer de la viande industrielle. On peut manger de la viande, si c'est des paysans qui la produisent bien fait, qui ont été tués correctement, mais cette façon d'élever les animaux n'est pas normale du tout. Et c'est pas bon du tout pour la planète. Déforestation, c'est la déforestation. Parce que pourquoi on va déforester? Tous les animaux le cochon, le poulet, tout ça, c'est très souvent élevé avec des nourritures qu'il n'y a pas en France. Donc on va le chercher, ça c'est au Brésil par exemple, et on fait des grandes forêts qu'on déforeste complètement pour cultiver le soja. Pourquoi le soja? Le soja, c'est une graine qui est très très forte, très puissante, tu vois, et donc on cultive le soja qui va arriver en France. Donc dès que tu manges de la viande industrielle, quelque part, tu participes à la déforestation. C'est pour ça que les enfants, quand vous pouvez le faire, vous demandez dans les écoles que la nourriture soit bio, on parlera peut-être des pesticides tout à l'heure, mais surtout de ne pas manger de la viande industrielle. Il faut demander dans les cantines que la viande soit viande très vertueuse, qui a été faite par des gens, et puis surtout de payer le vrai prix. Faut payer un peu plus. Alors la cantine sera un peu plus chère, mais ça vaut peut-être le coup de payer la nourriture de la cantine un peu plus chère, c'est pour sauver la planète. Tu es d'accord avec moi? Voilà. Et maintenant, on va parler de dérèglement climatique. Voilà, dérèglement climatique. Avec qui on va parler? Avec Cédric. Parce que Cédric travaille à la Fondation Blue Planet et c'est lui qui s'occupe de toute la sensibilisation. Et il est formidable. Allez, viens Yannina, on va parler des dérèglement climatique. Allez. Ben oui, du coup, vous attaquez la partie dérèglement climatique. Alors Yann en a déjà parlé, il a déjà un peu parlé d'effet de serre, il a parlé de l'effet de l'agriculture sur le dérèglement climatique et du fait que on brûlait beaucoup de pétrole. Alors, on en a parlé tout à l'heure. Quand je te disais que dans la photosynthèse, les arbres étaient capables de prendre le carbone. Une fois que ce carbone est dans l'arbre, il y a des millions d'années, ces arbres sont morts et se sont transformés lentement dans le sol en pétrole. Et donc, en fait, c'est le carbone de l'air que les arbres ont emmené dans le sol. Et nous, qu'est-ce qui se passe quand on prend ce pétrole? Quand on le brûle, on remet ce carbone dans l'air. Et ça pose un problème. Et ce problème, c'est les gaz à effet de serre. Alors, comment ça se passe? Là, tu as une petite représentation de la planète. Vous avez une petite représentation. Vous voyez, cette couche, c'est l'atmosphère. L'atmosphère, elle contient plein de gaz et de gaz à effet de serre. C'est naturel. Il y avait déjà des gaz à effet de serre avant l'apparition, ou avant qu'on brûle du pétrole en masse. C'est hyper important parce que s'il n'y avait pas l'effet de serre, il ferait moins 18 degrés sur la planète. Oui. Donc, heureusement qu'il est là. En gros, qu'est-ce qui se passe? Le soleil arrive, on voit ses rayons sur la Terre, ça nous réchauffe, ça nous permet d'avoir la température que nous avons aujourd'hui. Et une grande partie de ces rayons repart, et de cette chaleur repart vers l'espace. Ça, c'est ce qui se passe, je dirais, dans une situation normale. La chaleur arrive,
elle repart. Et évidemment, entre-temps, elle nous a un peu réchauffé. Oui. Le problème, avec le pétrole qu'on brûle et toutes les énergies fossiles, on met de plus en plus de ces gaz à effet de serre dans cette couche, qui devient de plus en plus épaisse. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le soleil arrive, il envoie sa chaleur, et il y en a un peu moins qui arrivent à repartir vers l'espace. Et il y en a même, tu vois, qui rebondit sur cette couche et qui revient encore ici. Eh ben, tu l'as compris, au final, du coup, plus cette couche elle est épaisse, plus la planète se réchauffe. Comme le disait Yann, comme quand tu laisses ta voiture au soleil sur un parking. Et depuis qu'on a commencé cette révolution industrielle où on brûle du pétrole, la Terre s'est réchauffée déjà de plus 1 degré. Et tu le verras avec Yann, ça peut avoir des conséquences néfastes, évidemment, sur la biodiversité et le fonctionnement de notre planète, et donc sur nous aussi, bien sûr, puisqu'on fait partie de cette biodiversité. Ah, d'accord. Merci Cédric. Ce qui est important, c'est de se dire, en effet, la Terre est en train de se réchauffer, mais on peut encore l'arrêter. On peut décider tous ensemble de consommer moins de pétrole. Vous voyez le pétrole qui est là. Chaque jour, on consomme 100 millions de barils de pétrole. Les barils, c'est des gros barils, vous voyez. On en consomme 100 millions tous les jours. Et il y a 10 ans, on en consommait seulement 90 millions. C'est-à-dire qu'on sait que ce n'est pas bon, mais on continue quand même. Pourquoi? Si vous avez la réponse, j'aimerais bien le savoir. Donc, vous voyez, il y a les voitures. Ça, c'est une photo que j'ai faite au Japon. Bien sûr, il y a de plus en plus de voitures dans le monde. Il y a des milliards de voitures. Tout le monde rêve d'avoir une voiture. C'est formidable, c'est bien d'avoir une voiture pour se déplacer, c'est génial. C'est formidable de prendre l'avion. Grâce à l'avion, tu peux aller voir tes amis, ta famille qui a des milliers de kilomètres. Mais je pense qu'il faut faire attention. Voilà, il ne faut pas prendre l'avion. Il faut prendre l'avion quand c'est exceptionnel, en sachant que ce n'est pas bon pour l'environnement. Donc il faut prendre l'avion un petit peu, pas trop. Et si vous prenez l'avion, vous pouvez compenser vos vols avec la fondation Good Planet. Vous irez sur le site, vous comprendrez comment est-ce qu'on fait. Voilà. Et alors, ça, c'est une photo que j'ai faite en Russie, tout à fait au nord de la Russie. Et c'est des usines de nickel qui sont pratiquement il fait très très froid. C'est Norilsk, c'est une des villes les plus polluées au monde. Et tout ce qu'ils envoient dans l'atmosphère, tu vois, ça va pour la planète entière. Ça veut dire que tout ce que tu fais toi, ce qu'ils font eux, ça va partout. Tu ne pollues pas uniquement toi chez toi, tu pollues pour le monde entier. Donc on est tous responsables de ce qui est en train d'arriver. Ça, c'est New York. New York est un peu le symbole, tu vois, du capitalisme. C'est là où il y a les grands financiers qui... C'est compliqué. Enfin bon, New York, ça peut être magnifique. C'est une ville géniale que j'adore. Mais en même temps, ça apporte des valeurs qui ne sont pas toujours très, très bonnes pour la planète, en gros. Ça pollue beaucoup. Ah oui, ça pollue beaucoup. Et alors, tu vois, tous ces immeubles qui sont faits, c'est fait en ciment. Et le ciment, ça pollue énormément. Le ciment, ça pollue pratiquement autant que le transport. C'est incroyable. Entre 6 et 10% des gaz à effet de serre. Donc, il faut essayer de construire en bois et pas en béton. Mais tu as vu la hauteur des tours, on ne peut pas faire des tours de 100 mètres en bois. Peut-être qu'on pourra un jour. Et ça, c'est le corail, la grande barrière de corail en Australie. Le corail, c'est très important. C'est une association d'une plante et d'un animal qui vit dans la mer. Et c'est très important pour la biodiversité marine. Parce qu'il y a beaucoup de nurseries, c'est là où les poissons vont se cacher, c'est très important. Et aujourd'hui, avec les gaz à effet de serre, le corail est en train de disparaître. Aujourd'hui, on estime qu'on a perdu près de 50% du corail dans le monde. Donc c'est épouvantable de penser ça, épouvantable. Elle est vraiment magnifique, cette photo. Oui. Espérons que la Terre va rester si magnifique. Si on continue comme ça, tu fais la même photo dans 20 ans, tu seras tout blanc. Alors ça, c'est la fonte des glaces, on en a parlé tout à l'heure. C'est des photos qu'on a faites dans le Grand Nord, en Norvège. Tu vois, et aujourd'hui, quand tu traînes un petit peu dans ces coins-là, partout, tu vois de l'eau qui coule, la glace qui fond. Ça, c'est en Norvège. C'est ce qu'on appelle le Svalbard. Mais en face, il y a une île très importante qui s'appelle le Groenland. Et le Groenland, qui est une très grande île. Et si on estime que si le Groenland fond, eh bien, l'eau va monter de 6 mètres. Voilà. Je crois que vous nous avez montré une photo comme ça dans un de vos films. Oui, bien sûr. Alors ça, toi, c'est les petits villages qui sont à Panama, à Sambla, c'est un endroit extraordinaire. Tu vois comment les gens y vivent. Tu vois que si l'eau monte, ces gens-là, ils ne pourront plus vivre. Voilà, donc ça montre bien à quel point le changement climatique peut changer la vie des gens. Alors déjà, ces gens-là, ils ont déjà acheté des terres plus loin. Ils savent qu'ils vont déménager un jour. Déjà, ils ont préparé. Ils savent déjà qu'ils vont partir. Parce que l'eau est déjà montée. Alors ça, c'est au Bangladesh. Moi, c'est un pays que j'aime beaucoup, le Bangladesh. C'est un pays... un des plus pauvres du monde. C'est un pays qui émet pas beaucoup de carbone, donc ce n'est pas responsable du changement climatique. Le carbone, on le calcule par tonne. Les Américains, par exemple, ils émettent 20 tonnes de carbone par Américain. Un Français, il en émet 12-13. Ces gens-là, ils émettent 0,3 tonnes de carbone. C'est-à-dire qu'ils émettent
40, 60 fois moins qu'un Américain. Et pourtant, c'est les premières personnes qui vont être impactées par le changement climatique, c'est ces gens-là. Donc il y a une injustice incroyable. Il faut savoir que 70% des gaz à effet de serre, c'est les pays riches qui les émettent, c'est nous. C'est 10% de la population du monde qui émet 70% des gaz à effet de serre. Donc c'est énorme. Et tu vois, la petite fille qui est là, là, il y a des inondations. Elle souffre déjà du changement climatique à cause de la façon dont on vit nous. C'est pas très gai avec son grand-père, tu vois. Et c'est un pays que j'aime beaucoup. 160 millions d'habitants qui sont aujourd'hui, maintenant, qui souffrent déjà du dérèglement climatique. Maintenant, j'aimerais bien qu'on parle des solutions. Des solutions. Ah oui, il y a plein de solutions. Voilà, les solutions. Alors, ça, c'est les éoliennes. Alors, tu sais, les éoliennes, il y a beaucoup de gens... T'es pour ou t'es contre les éoliennes, toi? Oui. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas les éoliennes. Moi, j'adore les éoliennes. Voilà, il faut faire attention où on les met, comment on les met. Mais les éoliennes, comment ça marche? Comment ça marche, une éolienne? Qu'est-ce qui fait tourner une éolienne? Le vent, je crois. Voilà, l'énergie qui est déjà chez nous, il y a du vent, donc on fabrique de l'énergie avec du vent. C'est assez formidable. Alors que le problème, c'est quand il n'y a pas de vent, ça ne tourne pas. Voilà. Alors, les panneaux solaires. Alors ça, ce n'est pas les panneaux solaires, c'est des miroirs qui envoient le soleil sur une grande tour et qui font chauffer une tour. C'est une façon de... C'est comme des panneaux solaires, mais ça ne fait pas du courant électrique directement. Voilà, c'est comme des panneaux solaires. D'accord. Les barrages, les barrages, il y en a beaucoup. Les barrages, on bloque l'eau, tu vois, puis quand l'eau, elle descend, elle fait tourner une pompe, tu vois. Et donc, comme ça, on peut faire du courant électrique qui est beaucoup plus économe, tu vois, qui est pas polluant du tout, c'est de l'eau simplement. Mais ça, c'est de l'eau qui vient des glaciers, tu vois, elle est très, très, très bleue. Le problème, c'est quand l'eau est descendue après, il n'y en a plus, quoi, tu vois. Après, tu ne peux pas en retrouver tant que tu veux. Tu vois, tant qu'il y a du soleil, tu peux faire des panneaux solaires, il faut qu'il y ait du soleil. S'il y a du vent, des éoliennes. Quand il y a de l'eau, des barrages. Puis il y a des moments, s'il y a plus d'eau, plus de soleil, plus de vent, ce qui peut arriver par moment, il n'y a plus d'énergie. Alors, en Islande, ils prennent l'énergie dans le sol, la géothermie. Tu sais qu'au centre de la Terre, il y a le feu, tu vois, c'est le feu, c'est toujours... Donc ils vont très très profond. Souvent, tous les pays n'ont pas cette chance où la chaleur est assez proche de la surface. Et toi, toute l'eau, là, moi j'étais là-bas en plein hiver, et en plein hiver, il fait moins 20, moins 30, les gens ils se baignent dans le lagon parce que l'eau est chaude. C'est une ville en Allemagne qui est très connue, qui est une ville très très écolo, Fribourg. Et en fin de compte, il y a beaucoup de panneaux solaires, il y a des jardins, quoi. Toute la ville entière essaye de faire un effort. Donc, on peut réussir à faire des villes beaucoup plus écolo que comme ici, par exemple, à Puteaux, où il n'y a pas beaucoup de panneaux solaires, il n'y a pas beaucoup de jardins. Voilà. Alors là, l'agriculture, bien sûr, l'agriculture sera très impactée par le changement climatique. Tu vois, par exemple, aujourd'hui, c'est intéressant cette photo parce que tu vois, là, c'est des fleurs, c'est des pommiers. Toutes ces fleurs, elles sont pollinisées par les abeilles. Les abeilles. Aujourd'hui, les abeilles sont toutes en danger à cause des pesticides. C'est pour ça que c'est très important de manger bio, de manger des produits dans lesquels on n'a pas mis de produits chimiques dedans. Que s'il n'y a pas des abeilles qui viennent pour polliniser les fleurs, il n'y aura pas de fruits, il n'y aura pas de pommes. Puis il y a les vaches laitières qui sont aussi au milieu. Et ça, c'est aussi important d'acheter les produits au vrai prix aux paysans. Souvent, on achète au moins cher possible à les supermarchés. Alors ça, c'est des vélos au Danemark. À Copenhague, c'est la capitale du Danemark. C'est l'endroit où les gens sont le plus heureux au monde. Quand on fait des sondages, on dit « Est-ce que vous êtes heureux ?» L'endroit où les gens répondent le plus « Oui », c'est au Danemark. Et assez étonnamment, c'est aussi l'endroit où 70% des gens vont travailler en vélo le matin. Ce qui veut dire que le vélo, en vélo, la vie est plus belle et la ville est plus belle. Donc faire du vélo un maximum. Bon, moi, je ne suis pas un très bon exemple. Toi, j'habite trop loin pour faire en vélo. Mais j'en fais beaucoup dans la forêt et j'adore ça. Le vélo, c'est génial. Il ne faut pas hésiter. Et je crois que le vélo, maintenant, après le confinement, est vraiment redevenu à la mode. Il y en a de plus en plus. Maintenant, nous allons retourner voir Cédric. Encore? T'en as pas marre de voir Cédric tout le temps? Encore. Il a des affiches à nous présenter. Alors ça, c'est les affiches et les posters qu'on a fait pour la Fondation et qu'on donne gratuitement à tous les gens qui viennent nous voir. Et si jamais par hasard, il y a des enfants qui veulent ces posters sur les ODD, vous pouvez nous écrire à la Fondation, on trouve un moyen de vous les envoyer. Sinon, il faut passer par Canopé, qui est le service pédagogique de l'éducation nationale. Voilà. Merci Yann. Et oui, Yann, encore moi. Je reviens une dernière fois, juste pour synthétiser un peu cette partie de solution et vous parler des posters que vous pouvez trouver évidemment chez Good Planet. Solution, Yann l'a dit, l'alimentation, c'est très important. Alors bio, local, de saison. Un truc très important, manger de saison. Par exemple, une tomate que tu fais dans une serre, elle fait 8 fois plus de gaz à effet de serre qu'une tomate en bonne saison. Et une tomate, ça se mange l'été et pas l'hiver. Oui. Donc manger bio, local, de saison.
Et éviter le gaspillage alimentaire, si possible, c'est important. Donc, tu as la manière dont tu manges, mais on l'a vu, il y a d'autres types de manières d'agir. Yann a parlé du vélo, et tu vois, sur ce petit poster, on parle de transport. Et tu vois, par exemple, là, tu as l'information en termes de transport de qui émet le plus de gaz à effet de serre. Bah, tu vois, l'avion émet beaucoup de gaz à effet de serre, les gros 4x4 aussi, la voiture un petit peu moins, le bus un petit peu moins, le métro encore moins, le train encore moins, et puis évidemment, à pied et en vélo, ça n'émet pas de gaz à effet de serre. Bah oui. En gros, l'idée, c'est de te dire, bah, si tu veux faire un truc, choisis le bon moyen de transport en fonction de la distance. Par exemple, quand tu vas chercher le pain à 200 mètres de chez toi, pas besoin de prendre la voiture. Tu peux y aller à pied ou en vélo. Il faut faire attention, et comme l'a dit Yann, l'idée, c'est pas d'arrêter de se déplacer, mais c'est de choisir le bon moyen de transport adapté à la bonne distance. Tu as d'autres types de solutions aussi. Alors là, c'est par exemple comment économiser ton énergie à la maison. Alors à la maison, par exemple, imagine-toi, essaye mentalement de compter le nombre d'appareils électriques et électroniques que tu as chez toi. D'après toi, combien il y en a chez toi dans ta maison d'appareils électriques, avec des piles, des batteries, des trucs que tu branches? Alors, Vous avez une idée, vous, combien? Allez, donne-moi un chiffre, lance-toi. Bon, allez, au moins 15. Au moins 15, ouf, t'es loin. On a à peu près une centaine d'appareils électriques ou électroniques qui ont des piles, des batteries ou qui se branchent chez soi. Donc il y a plein, alors il y a plein des appareils, tu sais, le vieux grille-pain offert par mamie dont on ne se sert jamais, la crêpière, on n'en a jamais fait une, et puis tous les appareils qui restent branchés tout le temps. Et là, je vous laisserai regarder, vous regarderez en classe un peu tout ce qu'il y a dans ce poster, mais par exemple, éteindre la veille des appareils électriques ou électroniques, c'est 10% d'énergie économisée chaque année. Juste en éteignant les veilles qui servent à rien. La box, tu sais, Internet que tu laisses allumer toute la nuit, alors que personne ne va sur Internet toute la nuit. Eh ben, une box, ça consomme autant d'électricité qu'un frigo, par exemple. Donc, on peut avoir des petits gestes simples. Autre chose dont je voulais vous parler, c'est le sujet du numérique, parce que vous êtes jeune, parce que vous avez de plus en plus de tablettes, de smartphones, vous allez sur Internet. Ben, le numérique, ça a un gros impact. Moi, qui suis un peu plus vieux que vous, quand on voit arriver le numérique, on se disait, par exemple, les fameux CD, là, tu sais, en plastique qu'on produit pour écouter de la musique. Tu connais même plus encore les CD, je pense. Très peu. Bon, bah, ces CD-là, on les faisait venir de l'autre bout du monde, etc. Donc on se disait, ah bah maintenant qu'on va écouter la musique sur Internet, bah, ça va réduire notre empreinte sur la planète parce qu'il n'y a plus besoin d'utiliser du plastique pour faire des CD. Bah, en fait, on s'est aperçu que non. Le fait qu'on écoute tous de la musique sur Internet, ça a encore un gros impact sur l'environnement parce qu'il y a des grosses machines, des gros serveurs qui consomment beaucoup d'électricité et d'énergie. Et du coup, bah, quand on utilise l'ordinateur, on ne s'en rend pas compte, mais on consomme. Par exemple, un chiffre rigolo, un email que tu envoies, c'est la même quantité d'énergie qu'une ampoule allumée pendant 25 minutes. Donc, on a plein de petits gestes à faire, et ça, tu les découvriras, vous les découvrirez en classe en regardant ces posters. Et pour la suite des posters dont Yann parlait, je voulais juste vous présenter ça. C'est une petite série de posters qu'on a fait chez Good Planet en partenariat avec l'Éducation nationale, comme Yann l'a dit, qui sont disponibles partout dans les centres Canopé, où vous pouvez vous adresser directement à la Fondation. Et c'est c'est du matériel pédagogique pour la classe qui vous présente les objectifs du développement durable. C'est en gros, il y a des gens très haut placés qui ont réfléchi et qui ont donné 17 grands objectifs pour qu'on ait un monde meilleur pour nous et pour la planète. En gros, c'est que plus personne n'ait faim, plus personne n'ait soif, qu'il n'y ait plus de pauvreté, qu'on ait tous un travail, qu'on préserve la vie marine, la vie aquatique. Donc, n'hésitez pas aussi à vous procurer ça et à en discuter en classe parce que là-dedans, on apprend plein de choses et on apprend aussi beaucoup de solutions sur comment il faut améliorer un petit peu notre quotidien pour mieux vivre ensemble avec la planète dans les années qui viennent. Voilà. Bah, ok, bah maintenant je vais retourner voir Yann. Et je pense que vous avez plein de questions. Ces posters-là, on peut les retrouver où, Cédric? Sur le site internet de la Fondation? Ces posters-là sur l'énergie, on peut les retrouver sur le site de Good Planet et missionenergie.goodplanet.org. Missionenergie.org, voilà. Il fallait le dire. Il fallait le dire. Maintenant, on va passer au sondage. Selon le WWF, le nombre d'espèces vivantes créées de la planète chaque année est de 50, 100, 500 ou 1000. C'est à vous, vous avez 1 minute.
La bonne réponse, c'était 1000. Chaque année, on perd 1000 espèces vivantes de la planète. C'est énorme quand même, c'est énorme. C'est gigantesque. Hein. Oui, c'est énorme. Nous allons maintenant passer à la partie questions-réponses. Je vous rappelle donc que vous pouvez envoyer vos questions en direct à Yann. Voilà, ben envoyez-moi les questions, j'essaierai de vous répondre. Je ne connais pas tout. Hein. Heureusement que Cédric est là pour m'aider parce que je ne vais pas y arriver tout seul. Moi, j'en ai une pour vous. Vas-y. Pour commencer, combien de pays avez-vous visité? Alors, j'ai été, je crois, dans 120 pays, mais tu sais, il y a des très très grands pays comme la Russie. J'ai été 3-4 fois en Russie, mais je ne connais pas la Russie, tu vois. Et puis, c'est parce que tu vas dans un pays que tu le connais bien. Souvent, tu vas dans un pays pour travailler pendant une semaine, mais tu ne vois pas grand-chose. Moi, mon pays, par exemple, même en ce moment, je veux faire un film sur la France, et je me perçois que je ne connais pas très bien la France. Donc voilà, ça ne se calcule pas comme ça, tu vois, en nombre. J'ai vu beaucoup de pays, mais je n'ai pas l'impression de connaître grand-chose. Voilà. Alors, on a une question de la classe de CE2-CM1 de l'école Louis Pasteur à la Narbonne. C'est qu'est-ce que les animaux vous ont fait comprendre et ressentir lorsque vous avez travaillé avec eux? Alors, qu'est-ce que j'ai fait comprendre? Qu'est-ce que j'ai compris que les animaux? D'abord, je suis devenu photographe grâce aux animaux, parce que l'étude que je faisais, ma femme écrivait et moi je faisais des photos, parce que moi je suis très très mauvais en orthographe. Je faisais des fautes tout le temps, j'avais du mal. Donc moi j'avais décidé de faire des photos. Et puis les animaux, d'abord m'ont rendu photographe, j'ai appris la photographie avec les animaux. Et puis ils m'ont fait comprendre une chose, sans doute, que d'être comme ça dans une réserve, à vivre avec les animaux pendant plusieurs années, tu te sens, tu sais que tu es un animal toi-même. Tu vois, la lionne, elle va défendre ses petits, comme ma femme défendait ses enfants. Ils ont faim, ils s'engueulent, ils ont peur de la mort. En fin de compte, ça m'a fait comprendre que j'étais moi aussi un animal. Et tu sais, il n'y a pas d'un côté la nature, puis d'un côté l'homme. L'homme, il fait partie complètement de la nature. Et je suis moi-même, fait partie de la biodiversité. Et je fais moi-même partie de la nature. C'est très important. Et ça, je l'ai vraiment compris quand j'étais au Kenya. Vraiment. Question suivante. C'est une question de la classe de CM1C de l'école Saint-Joseph à Pont-Château. Qu'est-ce qui vous a le plus touché et ému lors de vos voyages? Alors, ce qui m'a ému, c'est qu'il y a des gens qui n'ont... Moi, je suis quelqu'un qui vit dans un pays riche et qui est tout. J'ai tout ce que je veux. Et quand tu vas dans un pays comme au Mali ou au Niger, en ce moment, en plus, il y a la guerre, en plus de tout ça, c'est des gens qui souvent vivent dans la survie, qui n'ont pas beaucoup à manger. C'est des gens qui... non, il n'y a pas d'éducation. Souvent, l'école marche mal. Il n'y a pas de démocratie, c'est-à-dire qu'ils sont dirigés par des gens pas forcément très sympas et qui n'écoutent pas les électeurs. Donc, c'est eux qui décident. Il y a beaucoup de corruption. C'est des pays... c'est pour ça qu'il y a beaucoup de réfugiés, il y a beaucoup de gens qui vivent dans ces pays-là, qui rêvent que d'une chose, c'est de venir chez nous. Qui rêvent de venir dans ce paradis incroyable, dans ce pays où l'éducation est gratuite, où la santé est gratuite, où on a à manger tous les jours, avec des lois sociales formidables. Et ce qui m'a vraiment touché, c'est ces inégalités dans le monde. Pourquoi moi, j'ai le droit, mes enfants ont tout ce qu'ils veulent, et pourquoi il y a des enfants qui n'ont pas. Et ça m'a beaucoup touché, et c'est pas normal. Tout simplement. C'est inégalité entre les pays très très riches et les pays très très pauvres. Et ça me touche encore. C'est pas quelque chose, c'est au quotidien ça, tu vois. Donc il faut qu'ils se battent pour qu'il y ait un monde juste, normal, où tout le monde ait à manger et tout le monde ait un avenir. Merci pour cette question. Alors maintenant on va passer à la question de la classe de CE1, CE2, CM1, CM2 à Souran. Pourquoi êtes-vous passionné par la photographie aérienne? Alors, pourquoi je suis passionné par la photographie aérienne? Parce que aujourd'hui, il faut comprendre que sur nos téléphones, on a tous, avec Google Earth, tu connais Google Earth? Sur ton téléphone, on a tous la photo vue du ciel de ta maison, tout le monde là, tu vois. À cette époque-là, quand j'ai commencé, ça n'existait pas. Et donc, la photographie aérienne donnait une autre façon de voir le monde, peut-être plus belle encore que le monde vu d'en bas. Et comme j'ai fait beaucoup de montgolfières pour gagner ma vie au Kenya, pour payer mes études des Lions, j'ai découvert la photographie aérienne et je me suis installé là-dedans. Et même encore aujourd'hui, maintenant je fais du drone,
mais j'adore la photographie aérienne. Ça donne une image très différente de la photo vue d'en bas. C'est très graphique, c'est très surprenant, et voilà pourquoi, tout simplement. C'est plus beau. Je trouve que le monde est plus beau vu d'en haut que d'en bas. Et la beauté, dans mon travail, c'est important. Je recherche de faire les belles choses. Tu vois, là, les éléphants, je regarde comme c'est beau, les éléphants dans l'eau qui sont en train de courir. C'est Botswana, qui est une réserve extraordinaire en Afrique. C'est formidable parce que c'est une rivière qui va se jeter dans un désert. Elle ne se jette pas dans la mer, comme toutes les rivières, elle se jette dans un désert. Et vous voyez, ça fait une énorme delta, une espèce de grand delta, tu vois, où l'eau s'étale. Et tu as beaucoup d'animaux qui sont dedans. Tu vois. Ça, c'est un des plus beaux endroits du monde. Une question de la classe de CE1, CE2 à l'école de Ville-Nouvelle. De toute votre carrière, quelle est la photo qui vous a le plus marqué? Alors, d'abord, la photo que je préfère, c'est la photo de mes petits-enfants qui sont dans mon téléphone. Ça, c'est ma photo préférée. Ce n'est pas la photo que j'ai faite, c'est la photo des gens que j'aime, en fin de compte. C'est ça qui est important. Et ma photo préférée de mon travail, c'est la photo que j'ai ratée. Quand j'étais au Lion, je faisais mon travail sur les lions, je faisais des photos j'attendais qu'il y ait une grande chasse, les animaux ils chassent, un jour ils ont tué un buffle devant moi, et c'est l'époque où il y avait encore des films, on mettait des films dans les appareils photo, et j'avais oublié de mettre un film dans mon appareil, donc j'ai fait la chasse, je l'ai photographié, j'ai dans ma tête, mais la photo n'existe pas. Et ça, c'est ma photo préférée que j'aurais bien aimé avoir. Voilà, c'est la photo que j'ai ratée. Ma photo préférée, c'est une photo qui n'existe pas, qui est dans ma tête. Merci à la classe de CE1, CE2 à l'école de Ville-Nouvelle. Question suivante. D'une classe de CM2 du lycée français à Varsovie, vous inspirez beaucoup de personnes aujourd'hui, mais comment étaient vos débuts? Quelles personnes vous ont inspiré et avez-vous eu des périodes difficiles? Alors, moi j'étais très très mauvais à l'école. Et je n'aimais pas l'école, je détestais l'école. Mais l'école était quand même beaucoup moins sympa à cette époque-là. À cette époque-là, il y a 50 ans, l'école n'était pas rigolote. J'avais une blouse grise obligatoire. Un uniforme. Comment? Un uniforme. Un uniforme, un tablier gris, on avait tous pas très gai. Je détestais l'école. Et donc après, j'ai voulu faire des études après. Et puis les gens qui m'ont inspiré, c'est des gens comme Cédric, qui étaient des scientifiques, qui avaient l'air heureux, travaillaient, qui apprenaient des choses. Je voulais devenir scientifique. Et vraiment, les gens qui m'ont inspiré. Et puis maintenant, les gens qui m'inspirent le plus, ce sont les gens, encore aujourd'hui, qui aident, qui partagent, qui s'occupent des autres. Je pense que dans la vie, tu es heureux quand tu t'occupes des autres. Si tu t'occupes seulement de toi, alors moi, à mon âge, c'est plus facile. Quand j'étais jeune, je t'intéresse beaucoup à toi, tu regardes beaucoup ton nombril. Puis après, tu t'intéresses que t'occuper des autres, c'est ce qu'il y a de mieux. Et moi, j'ai ma grande tante qui a 102 ans et elle a une forme incroyable. Et quand je lui demande pourquoi elle est si heureuse à 102 ans, elle me dit « c'est très facile, je ne pense pas à moi, je pense aux autres ». Voilà. Et donc les gens qui m'impressionnent, qui sont mes guides, c'est ces gens-là. Ok. Merci Yann. Merci aussi à la classe, au lycée français de Varsovie. Maintenant, nous avons une question de la classe de CE2 de l'école de Rouvray-Saint-Denis. Combien de temps cela vous a-t-il pris pour réaliser un film comme Legacy? Alors, Legacy, c'est un film... j'ai fait un film qui est très connu, qui s'appelle Home, que j'ai fait il y a 10 ans. Et je voulais faire la suite de ce film pour expliquer que tout ce que je pensais qu'on allait pouvoir faire il y a 10 ans, aujourd'hui, on ne les a pas fait, en fin de compte. Donc, je voulais dénoncer un peu notre impossibilité à changer notre civilisation. Et c'est un film que j'ai fait en 1 an et demi, mais c'est des films, on n'a pas été tournés. C'est-à-dire que toutes les images aériennes, souvent elles ont été faites en hélicoptère il y a très longtemps, et toutes les nouvelles photos, on les a faites avec des drones. On a téléphoné à des gens en Pologne, par exemple. On a téléphoné il faut faire les mines de charbon en Pologne. On a téléphoné à des gens qu'on appelle les dronistes, qui font du drone, pour faire Puis après, il fallait faire des textes, et c'est des gens comme Cédric qui m'ont aidé à écrire ce texte. Qu'est-ce que tu penses du texte de Legacy, mon cher Cédric? C'est un très beau texte. Non, c'est un très beau texte qui parle de l'énergie. Donc il parle de juste comment l'énergie se transfère des uns aux autres et aujourd'hui ce qu'on fait avec l'énergie. Donc je trouve ça un très beau texte. Et je trouve que ce qui est important, c'est ce que tu dis à la fin. Surtout le message que toi tu adresses, le même que tu viens un peu d'adresser aux enfants, mais sur le fait que
bah, il y a encore des choses à Rien n'est faire. foutu. Si on fait rien, ça va être un drame. Et si on fait, eh ben on peut changer notre civilisation et continuer à vivre comme ça. Donc il faut se battre, il faut savoir qu'on peut le faire. C'est possible. Voilà. Maintenant, on a une Autre question. autre question de la classe de Pina Canale en Corse. Salut les Corses. Quand et comment avez-vous compris que la Terre est en danger? Alors, d'abord, c'est pas la Terre qui est en danger. C'est pas la planète qui est en danger. C'est la vie sur Terre. La Terre, elle vit depuis des milliards d'années. L'homme, il est arrivé il y a 5-6 millions d'années, peut-être 10 millions si on veut. Mais la Terre, elle va continuer à tourner. Si la vie, il y a déjà eu des extinctions sur la Terre. Un jour, il y avait des dinosaures sur la Terre. Et puis il y a des météorites qui étaient arrivés. Boum! C'est tombé. Et ce météorite, il a changé complètement le climat. Il a mis de la fumée partout. Il n'y a plus de soleil. Les plantes ont pu pousser et tous les dinosaures sont morts. Mais la Terre, elle a continué, elle est restée. Ce qui est important, c'est la vie sur Terre telle qu'elle est aujourd'hui. Et là, si on ne fait rien, eh bien, peut-être qu'il y aura une 6e extinction. J'y crois pas, je touche du bois, là, tu vois, pour pas que ça arrive. Mais si on continue comme ça, donc... Et moi, c'est pas ce que je pense moi, c'est ce que disent les scientifiques. C'est les scientifiques il faut croire aux scientifiques. Les scientifiques nous disent tous, faites attention. Moi, je reprends, en fin de compte, les gens dont c'est le métier, qui étudient la biodiversité. Moi, j'étudie pas. Moi, je suis journaliste, je fais des photos. Donc, il faut croire les scientifiques, c'est très important. Une autre question de la classe de CM2 à l'école de Charles Péguy à Bartenheim. Charles Péguy. Ouais, Charles Péguy à Bartenheim. Que faites-vous pour changer votre façon de vivre? Alors, moi, j'ai pas mal changé. Mais c'est un peu anecdotique, je ne vais pas me mettre en avant. Je veux dire que c'est toujours compliqué. Moi, c'est normal que je change. Comme je suis très convaincu, donc je sais que j'ai une mission, j'ai un devoir de changer. Alors, je me chauffe avec du bois, je prends plus l'avion, je mange plus de viande. Je fais beaucoup de choses, mais je l'ai fait pendant très longtemps, donc j'ai un impact terrible. Donc c'est normal que je le fasse moi. Et toi, Cédric, qu'est-ce que tu fais, Cédric? Bah, moi, ce que je fais, à peu près la même chose que toi. C'est-à-dire que oui, j'essaye, moi, de manger moins de viande, j'essaie de faire attention à l'énergie, comme je te le disais. Mais surtout, j'aimerais que vous aussi, vous essayiez de réfléchir à ce que vous pouvez faire. Moi qui travaille avec beaucoup d'écoles, je sais qu'il y a de formidables projets et de belles initiatives portées par des jeunes et la jeunesse. Et ce qui est très important, c'est de se dire justement, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Parce qu'il faut que ça vous donne envie. Yann dit souvent, agir rend heureux. Alors je crois déjà qu'il faut que vous en soyez convaincus, que ça, vous ayez envie, que ça vous anime de le faire, parce que c'est ça le plus important. Après, il faut identifier ce qui est aussi à sa portée. Ça ne sert à rien d'avoir un objectif inatteignable. Chacun à sa portée peut faire le geste, donc il faut estimer, est-ce qu'il est utile, est-ce que je peux le faire? Et puis oui, il y a ce que je peux le faire, il y a aussi est-ce qu'il est utile, est-ce qu'il va être utile à moi, à la société, aux autres. Et si vous trouvez un geste qui est utile, qui est à votre portée et qui vous fait du bien, franchement, je pense que ça peut être que positif pour vous et pour la planète. Donc en tout cas, c'est ça qui est important, c'est de se donner l'envie d'agir. Et ça, je suis sûr que vous pouvez y arriver. Oui, et en plus, on est fiers quand on fait des choses comme ça, tu vois. On est content de le faire. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on se bat pour la vie sur Terre, en fin de compte, tu vois. C'est très important. Question suivante de la classe de CE1, CE2 à l'école de Louis Pergaud au Plessis-Robinson. Pourquoi y a-t-il toujours plus de gens pauvres et qui meurent de faim alors qu'il y a tant de nourriture sur Terre? Eh bien, oui, c'est une question qu'on peut se poser. Comment l'expliquer? Je pense que le monde est un peu dirigé par l'argent, par la croissance. Un paysan, il n'a qu'une envie, c'est vendre son grain le plus cher possible. Et s'il y a des pays où les gens n'ont pas les moyens d'acheter des grains, des céréales, eh bien, ils n'en ont pas, il faut qu'ils les fassent eux-mêmes. Et c'est quelquefois plus facile de faire des céréales pour vendre à des gens qui élèvent des animaux, ou font des produits chimiques. Aujourd'hui, on fait même du pétrole avec de l'agroforesterie. Alors, ce n'est pas des biocarburants, on fait du pétrole avec des plantes, ce qui est ridicule, quoi. C'est ridicule. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une véritable injustice. Et c'est vraiment un combat important de se dire pourquoi moi j'ai et d'autres qui n'en ont pas.
c'est le monde qui est comme ça, il faut essayer de le changer ensemble. C'est toi qui vas le changer, t'es beaucoup plus jeune que moi. Moi, j'ai essayé, j'ai pas réussi. J'ai pas forcément d'ailleurs essayé. Faut dire que l'écologie, c'est quelque chose de très nouveau. Ça a 15 ans que ça existe. Moi, quand j'avais ton âge, on ne parlait pas du tout d'écologie. On n'avait pas peur de ce qui arrivait. On était très tranquille. Et aujourd'hui, les scientifiques nous disent « Oh là là, faites gaffe, faites attention, on ne peut pas continuer comme ça. » Et ce qui est inquiétant, c'est qu'on le dit, et personne ne change vraiment. On fait des petites choses. Voilà, le jour, j'étais dans une école et quelqu'un m'a dit « Oh, moi, je suis très écolo, j'ai une brosse à dents en bambou. » J'ai dit « Mais attends, une brosse à dents en bambou, c'est pas ça. C'est bien, mais c'est pas suffisant, quoi. » Alors, les gens pensent que je trie mes déchets, je suis écolo. C'est bien, mais il faut faire plus. Voilà. Tu peux éteindre ton robinet quand tu te laves les dents, c'est bien, mais c'est pas ça l'important. La question suivante, c'est de la classe de CE1, CE2 encore, de l'école à Villiers-le-Sec. S'il n'y avait qu'un seul geste à faire par chacun pour limiter notre consommation de carbone, quel serait-il ? Moi, je dis toujours que c'est une question qu'on me pose souvent, mais il y en a beaucoup. Moi, je choisirais, par exemple, d'arrêter de manger de la viande. Par exemple, tu vois, parce que la viande industrielle, la viande, ça... Mais si on aime bien la viande, si ton papa est paysan, il en vit, il ne faut pas arrêter, parce qu'ils ont besoin de toi que tu achètes cette viande pour qu'ils puissent continuer à vivre. Alors, chacun peut choisir, tu vois. C'est faire du vélo, baisser son chauffage, acheter, consommer moins, tu vois. Les t-shirts, par exemple, tu vois, les t-shirts, je crois qu'en France, chaque Français en utilise 7 par Français. En Amérique, c'est 15 t-shirts. Eh bien, on peut refuser ces t-shirts publicitaires, de pas toujours acheter des vêtements, d'en acheter un peu moins. Alors, c'est facile pour moi de le dire à mon âge, j'ai tout eu dans ma vie. C'est facile de dire aux autres, faut pas faire comme moi, il faut avoir moins. Mais malheureusement, c'est la vérité. Il ne faut pas faire comme nous, on a fait à notre génération. Comme il n'y avait pas de problème écologique, on y allait à fond, quoi. On achetait, on dépensait, on consommait. Et aujourd'hui, malheureusement, il faut changer. Moi, j'ai pris l'avion toute ma vie. Tu vois, je pouvais aller aux États-Unis pour une journée, revenir le soir. Aujourd'hui, ça me paraît fou, quoi. Aujourd'hui, ça serait impossible de faire un aller-retour à New York. Ça serait pas bien. Même moralement, ça serait pas bien. Pour moi, pour la planète, pour mes enfants. Donc, on le fait plus. Voilà. La classe de CE2 de l'école de Notre-Dame à Lamballe. Comment être écologique sans que cela soit trop dur, sans que cela nous complique la vie ? Moi, je connais des gens qui sont... D'abord, il y a des enfants qui sont encore plus écolos que moi, que je vois autour de moi, qui ont vraiment compris. Quand tu vois la petite Greta Thunberg, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est une jeune fille suédoise qui est devenue une espèce de... Tu la connais, Greta, ou pas, toi ? Oui. Ah, toi, tu la connais. Et donc, voilà, elle a compris avant tout le monde, peut-être plus fortement que les autres, que notre vie était en danger. Et alors, elle souffre quand elle parle, elle souffre, on sent que quand elle parle, tu vois, on le sent bien qu'elle est pas à l'aise. Je pense que cette gêne qu'on croit peut être apparente, que disait tout à l'heure Cédric, agir rend heureux. Quand tu fais des choses qui sont bonnes pour toi, quand tu te fais plaisir à toi, tu fais plaisir à la vie, en fin de compte. Et faire plaisir à la vie, tu vas faire plaisir toi, protéger la vie autour de toi, il n'y a rien de plus beau que ça. Donc c'est bien plus important que le plaisir des actions qu'on ne sent pas bien. Mais il ne faut pas se priver de tout. On peut prendre l'avion, bien sûr, mais il ne faut pas pour aller 3 jours au Maroc. Aujourd'hui, il y a des prix pour aller... Je sais qu'il y a des enfants qui sont en Égypte qui m'écoutent. Il ne faut pas aller 2 jours en Égypte. Par contre, aller faire une croisière pendant 15 jours en Égypte, il ne faut pas s'en priver. Et même prendre l'avion. Mais ce qu'il faut, c'est prendre l'avion, pas souvent, mais le prendre d'une façon utile et intéressante. Oui. Une question de la classe de CE2 CM1 de l'école d'un petit village à Livernon. Jusqu'à quelle altitude allez-vous pour prendre des photos ? Alors maintenant, je vais prendre des photos avec des drones. Donc je vais rester sur le sol, à 0 altitude, je vais rester les pieds sur le sol. Mais ce qui est formidable avec les drones, c'est qu'on peut faire des photos comme celles qu'on voit là. Voilà, on envoie l'appareil, il revient tout seul. C'est beaucoup moins cher, beaucoup moins dangereux. Parce que j'ai eu 2 accidents d'hélicoptère, j'ai failli me tuer 2 fois. Donc c'est beaucoup mieux de prendre du drone. Voilà. Et c'est beaucoup moins dangereux. Et c'est beaucoup plus écolo, parce que bien sûr, ça consomme rien, c'est tout léger. Voilà. Et tout le monde peut faire du drone. Alors le problème avec le drone, c'est que il y a beaucoup de règlements terribles, parce qu'il y a trop de gens qui ont des drones. Donc il faut faire attention, il faut passer des licences. On ne peut pas faire ce qu'on veut avec un drone, malheureusement, comme au début. Mais moi, je travaille beaucoup en drone en ce moment.
Et ça, c'est une photo prise avec... Non, ça, c'est des photos que j'ai faites en hélicoptère il y a très longtemps. Des photos que j'ai faites il y a 10-15 ans. D'accord. Maintenant, une classe de CM2... Ça, c'est une photo faite en drone, par exemple, tu vois. Ah, ok. Voilà, on l'a faite il y a 2 ans, à Copenhague. La question suivante, c'est de la classe de CM2 de l'école de Paul Langevin à Noisy-le-Sec. Pourquoi les hommes font de la déforestation alors qu'ils savent que cela détruit les écosystèmes? Je vais dire à Cédric, il connaît ça mieux que moi. Pourquoi est-ce qu'on déforeste alors qu'on sait que ça détruit l'écosystème? Bah écoute, on a toujours coupé du bois. Pour se chauffer d'abord, c'était la première source d'énergie, le chauffage au bois. Le problème, c'est que au bout d'un moment, on a commencé à surcouper. Alors il y a plein de raisons. Il y a le meuble, l'immobilier, tout ce que tu as autour de toi. Il y a le chauffage qui s'est aussi développé. Et surtout, ce dont parlait Yann tout à l'heure, l'élevage. C'est-à-dire, comme Yann l'a dit, pour faire de l'élevage, il faut pour beaucoup, quand on parle d'agriculture intensive, les nourrir au soja, au blé, au maïs. Et il faut de la place pour cultiver. Le problème, c'est qu'il nous faut de plus en plus de terres cultivables. Et donc, du coup, on a coupé sur les forêts, on les a brûlées. Donc, on a coupé des bouts de forêt. Autre exemple, par exemple, tiens, un exemple que vous connaissez beaucoup, l'huile de palme. Alors, l'huile de palme, vous en avez partout dans votre nourriture. De l'huile de palme dans la fameuse pâte à tartiner qui commence par nu et finit par Tella. Oui, tu la connais celle-là, hein, oui, je crois. Et du coup, il y a de l'huile de palme, comme dans plein de produits. C'est une huile géniale, parce qu'elle n'est pas chère, elle a une texture qui fait que les aliments sont plus fluides, plus jolis. Mais du coup, on a beaucoup déforesté, notamment en Asie du Sud-Est, pour, à la place des forêts primaires, dont parlait Yann tout à l'heure, mettre des grands champs de palmiers à huile. Et du coup, on les a remplacés par des champs de palmiers à huile. Tu vois, par exemple, pour te dire, en Amazonie, tu as l'équivalent d'un terrain de foot qui disparaît chaque minute en Amazonie, tu vois, à cette vitesse-là de déforestation. Le problème, comme je te l'ai dit tout à l'heure, il y en a deux. C'est-à-dire que oui, d'un côté, on émet trop de gaz à effet de serre, et en plus, si on coupe les arbres, qui sont nos alliés très précieux pour absorber le CO2 qu'on émet, ça pose encore plus de problèmes. Donc d'un côté, tu envoies plus de gaz, et de l'autre côté, tu détruis aussi ce qui permet d'attraper ces gaz. Donc du coup, il y a de plus en plus de gaz et de plus en plus de dérèglement climatique. Merci Cédric. Merci mon cher Cédric. De rien. Alors maintenant, il nous reste 2 dernières questions. Alors la première, une de la classe de 4e du lycée français Chateaubriand à Rome, en Italie. Est-il possible de limiter la consommation de produits chimiques pour l'agriculture et en produisant les mêmes quantités? Tout en produisant les mêmes quantités. Alors, je vais te répondre oui, mais je ne suis pas un grand spécialiste. Alors la FAO, justement, qui est l'organisme qui est basé à Rome, justement, qui est les Nations Unies de l'agriculture, ils sont basés à Rome, c'est drôle que cette question vienne de là-bas, pense qu'on pourrait nourrir la population du monde, bien sûr, avec des produits bio sans produits chimiques. Pourquoi il faut faire sans produits chimiques? Il faut savoir qu'en France, on a perdu 70% des insectes qui volent. Par exemple, moi, quand j'étais petit, j'allais souvent pêcher avec mon grand-père, on ramassait des sauterelles. Aujourd'hui, je n'ai plus de sauterelles. Tous les produits, les pesticides qu'on envoie partout pour que les animaux ne mangent pas la nourriture qui est réservée pour nous, pour pas qu'ils soient abîmés, qu'il y ait des produits aussi pour empêcher que les fruits pourrissent, c'est pas bon pour la végétation et pour les insectes. Et quand tu perds 80% des insectes, aussi les oiseaux. On a perdu 30% des oiseaux en France. C'est terrible, les petits moineaux, parce que les moineaux, ils mangent des insectes. Donc moins de moineaux, moins d'insectes. Alors voilà, est-ce qu'on peut y arriver? Bien sûr qu'on peut y arriver, mais il faudra faire un effort. Il faudra apprendre aussi peut-être à retravailler à plus dans les champs, faire plus de travail manuel, acheter un peu plus cher les produits, parce que faire des produits bio, ça produit moins. Donc les paysans gagnent moins d'argent. Donc les produits bio valent forcément un peu plus cher. Mais ça vaut plus cher, mais c'est bon pour la planète, c'est bon pour la vie sur Terre. Il ne faut pas hésiter. Et ce n'est pas une très grosse différence de prix. Aujourd'hui, on est en train d'essayer de les acheter moins cher, moins cher, moins cher. Il ne faut pas hésiter à acheter le vrai prix de ce que ça coûte. Voilà. Donc on peut y arriver. Et j'ajoute un tout petit quelque chose aussi. Tu parlais d'acheter mieux aussi, mais lutter contre le gaspillage alimentaire. Oui, bien sûr. Voilà un truc important. Aujourd'hui, il faut que vous le sachiez, il y a à peu près un produit sur 3 qui est fabriqué, qui est produit, qui est jeté. Donc un tiers de ce qu'on fabrique, de ce qu'on produit comme nourriture, finit dans une poubelle. Donc si on veut avoir ce challenge de nourrir le monde, avec forcément une agriculture qui va produire un petit peu moins pour la même quantité de terre,
eh ben, il faut aussi qu'on fasse attention à la nourriture qu'on consomme et donc lutter contre le gaspillage. Se rendre compte de la valeur des produits. Se dire que pour fabriquer ce produit-là, il a fallu utiliser du pétrole, il a fallu utiliser de la terre, il a fallu utiliser du travail de l'homme. Et du coup, quand on l'a, évidemment, essayer de le consommer au mieux et pas directement le jeter dans la poubelle. Et d'ailleurs, il y a des cantines dans des villages qui sont très écolos, où les enfants peuvent choisir entre des petites parts et des grandes parts. Souvent, on donne la même part à tout le monde dans une assiette, je ne sais pas comment ça se passe dans ton école, et tu n'as pas très faim, donc tu le laisses dans ton assiette. Et ce n'est pas normal de laisser la nourriture dans son assiette. C'est la nourriture qui a été fabriquée très loin, qui a été déplacée, qui a été chauffée. Qu'est-ce qu'on va en faire après ? Il faut éviter le gâchis alimentaire. Le gâchis alimentaire, c'est quelque chose de très important. Et quand on pense qu'on jette presque un tiers de la nourriture qu'on achète, et surtout dans nos maisons, dans nos poubelles à nous. Voilà. À la Fondation, d'ailleurs, on fait des cours de cuisine pour apprendre à économiser et peut-être aussi à faire la cuisine avec ce qu'on croit des déchets. Par exemple, l'autre jour, j'ai mangé une soupe faite avec des fans, le verre des radis. Mais c'était très bon. Voilà. J'ai la première fois de ma vie que je mangeais des soupes faites avec des feuilles de radis. C'était délicieux. C'est toujours l'équipe de Cédric. Cédric, il est formidable. Il fait des choses formidables à la Fondation. C'est l'équipe. Il faut aller le voir. L'équipe. Oui, bien sûr. Alors, là, on a la dernière question de la... fini. De la classe de CE1 à Mosiac. Que vont devenir les animaux à Moissac? Que vont devenir les animaux si on continue de prendre toute leur terre? Qu'est-ce que vont devenir les animaux s'ils vont venir prendre leur terre? Tu sais, le WWF, il estime qu'on a perdu, c'est incroyable ce chiffre, en 40 ans, on a perdu 70% du vivant. C'est-à-dire qu'en 40 ans, vous avez des jeunes, vous avez 10, 15 ans ou peut-être plus jeunes. 40 ans, ça vous paraît énorme. Pour moi, qui ai 75 ans, ça ne me paraît pas beaucoup. En 40 ans, on a perdu 70%. Parce qu'évidemment, la population du monde, elle grandit énormément. Quand j'étais jeune, on était 2 milliards et quelques. Et maintenant, nous sommes 7 milliards et demi. Donc, la population a donc... Elle a augmenté la population. Oui, elle a triplé, x 3,5, x 3. Donc c'est incroyable de penser que dans ma vie d'homme, la population du monde a triplé. Ces gens, il faut les nourrir. Donc on déforeste, voilà, on gage beaucoup, on produit, on fait beaucoup de choses. Chaque homme sur la Terre a un impact. C'est pas qu'on est trop, mais on est trop faisant des choses pas bien. Si on faisait les choses bien, on n'est pas trop. On peut être encore 9 milliards sans aucun problème. Mais il ne faut pas vivre comme nous on vit. Il faut essayer d'avoir un moins gros impact sur la planète. Et les animaux, je pense que l'homme, malheureusement, est un danger pour les animaux. Voilà. Tous les animaux sauvages ont peur des hommes. Et j'aimerais bien qu'on retrouve cette espèce d'harmonie extraordinaire que j'avais vue au Kenya, où ma famille et la famille des éléphants, la famille des lions, on vivait ensemble, on se voyait tous les jours, on se comprenait. Et on s'aimait, je pense, on se respectait. Une espèce d'harmonie incroyable qu'on a complètement perdue. Voilà. Et voilà, c'est déjà la fin. C'est déjà fini. Vous avez quelque chose à ajouter en conclusion, Yann? Écoutez, je vous conseille d'abord, vous pouvez nous écrire à la Fondation Blue Planet. Vous avez le mail de Cédric qui est sur le site. Il sera très content de vous répondre. Et moi aussi, il y a mon mail sur le site. Vous pouvez m'envoyer des questions. Surtout Cédric qui est beaucoup plus calé que moi parce que c'est un vrai scientifique. Voilà, alors que moi, je suis qu'un photographe réalisateur. Cédric en connaît beaucoup mieux que moi. On serait très content de vous répondre, de vous recevoir à la Fondation, de vous envoyer des posters. On est tous à votre disposition. Et puis, ce que je voulais vous dire, c'est que d'être écolo, c'est aimer les animaux, d'aimer les gens. Donc, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire, mon Cédric? Qu'on les aime. Exactement, qu'on vous aime profondément et qu'on espère vous retrouver très bientôt. Merci à tous de nous avoir suivis. Nous avons reçu plus de 500 questions, mais on n'a pas pu répondre à toutes les questions parce que c'est beaucoup quand même. C'est pas sympa, ça. Moi, je crois qu'il faut qu'on reste là toute la nuit pour répondre aux questions. Qu'est-ce que t'en penses, Cédric? On peut, moi je suis là. Donc, l'aventure continue sur léa.fr. Merci à tous. Merci Yann. Merci Cédric. Merci Yannina, quand même. Et merci Yannina. Bravo Yannina, d'ailleurs. Bravo. C'était formidable. Et merci à toutes les équipes qui ont préparé ça, de la Fondation, d'ici, Webedia et les gens de chez Nathan. On vous embrasse et on vous aime aussi. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Il est encore temps d'agir.